Écolo-scopie. L'écologie qui donne envie. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission rigolote sur l'écologie. Une émission 100% positive, dans la joie et la bonne humeur. Puisque rire, s'amuser, déconner est bon pour la santé, on va passer une petite heure ensemble à vous informer sur l'écologie et sur la façon de protéger notre environnement, tout en rigolant. Dans cette émission, je propose qu'on parle du plastique, des plastiques, cette matière de synthèse que l'humanité utilise à tout va. Et nous allons essayer de répondre à la question suivante. Pourquoi le plastique est un problème aujourd'hui ? Et pour y répondre, nous avons invité Bruno Leruste, designer de bouteilles plastiques pendant 15 ans. Il a appris les avantages et les inconvénients de cette matière. Il va nous expliquer pourquoi le plastique est aujourd'hui un problème pour l'humanité et nous expliquer les solutions qui existent pour améliorer les choses. Mais d'abord, posons la question à ChatGPT, qui nous éclairera très certainement de son intelligence artificielle. GPT. Alors, ChatGPT, pourquoi le plastique est un problème ? Le plastique est un problème car il est fabriqué à partir de produits pétroliers non renouvelables, est très durable et peut prendre des centaines d'années pour se décomposer. Est souvent mal géré après utilisation et peut causer des dommages considérables à la faune marine. La production de plastique peut également entraîner des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution atmosphérique. Il est donc important de réduire notre utilisation de plastique et de chercher des alternatives plus durables et respectueuses de l'environnement. C'est Kiki qu'on invite ? L'invité. Donc merci ChatGPT pour toutes ces précisions. Nous avons décidé d'inviter un humain pour aller plus loin dans ce sujet. Et cette personne, c'est Bruno Leruste. Est-ce que tu veux te présenter succinctement ? C'est difficile de se présenter en tant que tel, mais j'aurais tendance à dire que je suis quelqu'un qui essaie de profiter de la vie en ce moment, plutôt que de vraiment me définir par mon métier. Je suis à la base designer. Depuis 4-5 ans, j'ai monté un collectif qui s'appelle Alternative Design et qui travaille plutôt sur l'éco-conception de produits. Mais à côté de ça, je suis aussi animateur de la fresque du climat, de la fresque du plastique, des ateliers d'automne. J'ai aussi un projet de cantine solidaire à Sartrouville qui s'appelle les Petites Cantines Sartrouville. Enfin voilà, je suis un peu touche à tout et j'aime me faire plaisir en ce moment en tout cas. Excellent. Et si je peux dire aussi juste un petit mot par rapport à ce que je faisais avant, parce que c'est forcément quelque chose qui va nous toucher, c'est que avant tout j'étais designer packaging et donc j'ai dessiné et imaginé beaucoup d'emballages, principalement des bouteilles d'eau, des emballages en plastique, enfin toutes sortes de choses qu'on a tendance à consommer au quotidien. Et j'avoue qu'au bout d'une quinzaine d'années à en avoir fait beaucoup, il y a un moment où je me suis dit que ma sensibilité personnelle était plus en adéquation avec ma vision professionnelle. Donc c'est pour ça que j'ai changé et que je suis devenu un peu plus ce qu'on appelle éco-designer. D'accord, mais du coup, nous on t'invite aujourd'hui concernant le plastique. Ouais. Et donc là, tu nous dis que tu as passé 15 ans à étudier le plastique. Ouais. D'accord, excellent. Il y a quelque chose à faire, je crois. Ouais, je pense aussi, complètement. L'idée dans cette émission, c'est qu'on se pose la question de savoir pourquoi le plastique est un problème aujourd'hui. Ou peut-être qu'on peut poser la question différemment, comme tu me l'as suggéré juste avant. C'est est-ce que le plastique est un problème aujourd'hui ? Alors effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, je suis pas chimiste, je travaille avec beaucoup de gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi d'un point de vue chimique sur c'est quoi un polymère, puisque le plastique c'est un peu le nom marketing qu'on a aujourd'hui, et d'un point de vue scientifique, on parle de polymère. Et en fait, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que le plastique, j'aurais tendance à dire qu'il est plutôt fantastique parce que à la base c'est un déchet. Et donc c'est ce qu'on appelle dans le monde de l'éco-design un coproduit. C'est que quand on a fait de l'essence, quand on raffine de l'essence, on reste avec des déchets qui sont la plupart du temps des éthylènes. Et en fait ces éthylènes, on va les récupérer, on va les agglomérer, on va faire ce qu'on appelle un polyéthylène, ce qu'on appelle un PE ou un PET. Et donc, ce genre de choses, ça va nous permettre de produire des plastiques. Et donc, l'idée est très simple, c'est que, sortie de la Seconde Guerre mondiale, besoin de carburant à fond pour pouvoir relancer tout ce qu'on connaît dans l'industrie et sur les routes. Et donc, on produit de plus en plus de carburant, on a plein de déchets sur la main. Qu'est-ce qu'on en fait ? Eh ben, on va en créer un matériau fantastique qui est le plastique. Donc, les premiers plastiques à sortir, c'est la bakélite. On a tous cette vision des téléphones et de ce genre d'objets qu'on faisait. Et puis après, on a commencé à complexifier ou à enrichir l'offre de plastique, donc tous les polymères qui sont au nombre de 7 différents, et donc on va pouvoir leur donner des fonctions très différentes, de la transparence, de la flexibilité, le côté waterproof, et donc là on va créer un objet qui a aucune limite. Ok, donc ça veut dire qu'en fait le plastique, les humains l'ont créé, pas parce qu'ils pensaient
mettre au point un super composant, une super matière, mais en fait parce qu'il voulait juste récupérer un déchet et valoriser un déchet. Presque. Alors, bien évidemment, ils l'ont fait avant tout pour le business. Quand tu as un déchet que tu sais que tu vas pouvoir le valoriser, il y a quand même cet intérêt économique. Mais surtout, très vite, ça les a dépassés. Là où on avait principalement du bois, du métal, alors le bois, c'est compliqué parce que ça coûte cher à produire. Le métal, il faut aller l'extraire. Tout d'un coup, on a eu un déchet qui était juste extraordinaire et très 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 rapidement, on a vu qu'il avait des propriétés mais 1000 fois plus intéressantes que les autres matériaux. Si je prends le verre qui est souvent comparé au plastique, quand je prends une bouteille de lait d'1 litre, je vais avoir 20 fois moins de matière quand je prends une bouteille de plastique qu'une bouteille de verre. Donc du coup, si je prends juste un comparatif, bêtement et simplement, une bouteille plastique pollue 20 fois moins qu'une bouteille en verre. Si je le prends juste dans ce côté vraiment très simple. C'est-à-dire combien ça pèse ? Une bouteille de 1 litre va peser à peu près 20 grammes, lorsque une bouteille de lait en verre va peser dans les 200-250 grammes. Encore une fois, quand on l'imagine à l'échelle d'une, on se dit c'est rien. Sauf que bien évidemment, on est des milliards sur la planète et que quand on produit du lait, on le produit à des millions d'exemplaires par an. Donc, il y a aussi cette notion-là, c'est que le vrai souci du pourquoi ou du est-ce que le plastique est un problème, par définition, le plastique ne l'est pas, puisqu'il a rien demandé. Le vrai problème, c'est ce qu'on en fait. Et puis derrière, c'est vraiment réussir à se dire, est-ce qu'on est capable de s'en passer, vraiment ? Aujourd'hui, ça semble un peu compliqué. Comme tu le disais, il y a tellement de choses qui ont été ajoutées dans le plastique pour lui ajouter des propriétés toujours plus nouvelles. Il y a quelque chose dans ce matériau qui fait qu'il peut être décliné à l'infini en fonction des besoins. Vraiment, il a toutes les propriétés qu'on lui demande. Il a réussi à remplacer quasiment tous les matériaux, il est aussi résistant que certains alliages, il est aussi transparent que le verre, on peut lui donner toutes les couleurs, il arrive à avoir des barrières à l'oxygène, aux UV, que certains matériaux n'ont même pas, et tout ça a un coût beaucoup plus faible, puisque comme je dis, c'est un coproduit à la base, et que surtout, c'est peut-être encore une fois le problème de l'offre et la demande, c'est que on consomme tellement d'essence, que du coup on a du plastique sur les mains, quoi. Et les industriels ont ça en eux, quoi. Mais donc globalement, tant qu'on continuera à consommer de l'essence, on aura presque intérêt, c'est compliqué à dire intérêt, mais à utiliser du plastique. Imaginons demain, il n'y a que des voitures électriques sur la Terre et qu'il n'y a plus besoin d'essence pour faire marcher les voitures. Ce jour-là, en fait, on ne produira plus de scories servant à faire du nouveau plastique. On pourrait ne plus en avoir. Après, est-ce qu'on sera capable de plus en avoir ? C'est toujours le même problème. C'est que, à la base, c'est comme toute création de nouveaux produits, C'est que, au début, on s'est dit, c'est génial, on va en refourguer un petit peu. Et puis maintenant, on est devenu hyper dépendant. Parce qu'en fait, le plastique, de par sa possibilité à être mise comme ça, dans plein de formes, plein de formes, plein de propriétés intéressantes, il devient presque plus intéressant économiquement que le pétrole. Ouais, presque. Et effectivement, c'est devenu un business qui dépasse, je pense. Enfin, qui nous, en tout cas, nous dépasse. C'est qu'aujourd'hui, je fais un petit coup de pub pour la fresque du plastique dont je fais partie. Quand on commence un atelier, on dit « Trouvez-moi un objet sans plastique ». Je mets les auditeurs aussi au challenge d'aller trouver rapidement à côté d'eux un objet sans plastique. Il y a du plastique partout. La plupart du temps, on prend une feuille en papier, on oublie que l'encre c'est du plastique, on oublie que des vernis sont du plastique. On va prendre une canette, on oublie qu'à l'intérieur et à l'extérieur il y a du plastique. Du plastique, il y en a vraiment, vraiment partout. À toute petite forme, des fois. Je parle de vernis, je parle de choses comme ça. Mais aujourd'hui, on a énormément de plastique partout parce que ça ramène des propriétés hyper intéressantes. On a 3 familles de plastique qui sont les élastomères, les thermoplastiques et les thermodurcissables. Et au sein des thermoplastiques, qui sont les plus grands plastiques, il y a 7 familles. Et au sein de cette famille, il y a plein d'adjuvants, il y a plein de colorants, il y a plein de trucs. Si on doit tous les résumer, on est quasiment autour de 10 000. Il y a 10 000 types de plastiques différents, potentiel, en gros. Potentiel. C'est pour ça que le recyclage est compliqué, parce qu'on ne peut plus les mélanger. C'est ça en fait. Le recyclage est quasiment impossible. On peut pas les mélanger d'une famille à l'autre. Exactement. C'est qu'on peut pas s'amuser à recycler un polyéthylène avec un PS, un polystyrène. Mais si je prends un élastomère, donc des pneus, et si je prends à côté de ça une bouteille de plastique, c'est sûr et certain qu'on peut pas les recycler ensemble. Donc la complexité est énorme. D'accord. C'est tout l'enjeu. Ouais. L'urgence. Ouais. En fait, c'est d'arrêter d'en produire du nouveau. Ouais. L'un des plus gros enjeux, c'est quand même de réduire la consommation. C'est que est-ce que si je reviens à la question, pourquoi le plastique ou est-ce que le plastique est problématique ? Finalement, c'est surtout ce que nous on en a fait, c'est parce qu'on en a produit et qu'on en a produit surtout à usage unique. C'est devenu normal de jeter quasiment 1 kilo de plastique par jour pour chaque individu qu'on est. Parce que je vais avoir des bouteilles en plastique, parce que je vais avoir des barquettes où j'ai des aliments, mais je vais avoir aussi des pochettes qui enveloppent certaines choses. Voilà, on jette constamment du plastique et c'est devenu normal parce qu'on est rentré dans cette notion du plastique à usage unique. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y ait pas un traitement du plastique plus consciencieux au niveau de la récupération.
C'est-à-dire que nous, en tant que citoyens, on a 3 poubelles. Aujourd'hui, on a une poubelle de plastique, carton, on a une poubelle pour le verre, de tout venant et une poubelle de verre. Ouais. Dans le plastique, on y met tout le carton de plastique. J'imagine que quand je balance tout ça, derrière, il y a des personnes qui vont essayer de trier ces plastiques pour pouvoir les réutiliser comme une nouvelle ressource. Alors, c'est le cas. Dans la poubelle jaune, aujourd'hui, depuis ce qu'on appelle le tri élargi qui a été mis en place par Citeo, donc Citeo, c'est l'organisme qui gère vraiment toute la fin de vie des produits agroalimentaires, vous pouvez tout mettre dans votre poubelle jaune. Tout. Le pot de yaourt usagé, la boîte de sardines en métal, la capsule de Nespresso, tous vos emballages alimentaires, vous pouvez tous les mettre dans la poubelle jaune et je vous invite à le faire. C'est déjà un geste qui est intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois que je les ai mises ? Il y a les poubelles qui vont passer, ça va aller en zone de tri. Plus de la moitié qui vont pas être valorisées. Je crois qu'aujourd'hui, on est autour de 40%. De plastique recyclé. De plastique réellement recyclé. Ça veut dire que tout ce qu'on met dans nos poubelles, il y en a quand même 60% qui vont être soit brûlés, soit enfouis. On les enfouit, les plastiques encore ? Ouais, beaucoup. Une fois qu'on arrive dans un centre de tri, effectivement, il y a 3 types de façons de trier. On va d'abord trier par des aimants. Après, il y a un brassage qui va être fait comme une grande machine à laver dans les tambours qui va extraire tout ce qui est fin. Et puis après, par flottaison, on va gérer certaines densités de plastique. Et donc, ça va être brassé dans des cuves et donc on va récupérer. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul plastique qui est recyclé pour refaire un produit qui existe déjà, c'est le PET. Et donc il n'y a que le PET, donc que la bouteille d'eau, qui peut redevenir une bouteille d'eau. Et encore que, elle ne peut redevenir qu'une bouteille d'eau que si elle n'a pas de colorant. Si je prends un exemple bête et méchant, citant quelques marques, la bouteille de Cristalino d'Evian peut redevenir une bouteille d'eau, mais la bouteille de Badois, par exemple, qui est verte ou qui est rouge, et encore une fois, je donne une info qui vient d'arriver, mais Badois enlève ses colorants justement, parce que jusqu'alors, elle ne pouvait pas redevenir une bouteille issue du recyclage. Donc ces bouteilles-là, qui sont pourtant des matériaux facilement recyclables, redevenaient du feutre, des polaires, ce genre de choses, quand elles n'étaient pas enfouies ou quand elles n'étaient pas brûlées. D'après ce que je comprends, la complexité du recyclage et de la réutilisation du plastique, c'est le fait que justement, il y a des multitudes de plastiques différents et qu'on ne peut pas les mettre ensemble pour les recycler. Exactement. Et qu'on n'a pas encore trouvé des filtres suffisamment précis pour séparer les 10 000 de façon automatique. Exactement. Ouais. Et parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, en fait. C'est impossible de savoir. On ne sait jamais vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas marqué. Alors, il y a des petits pictos avec le fameux sigle de 1 à 7 qui est marqué au dos des bouteilles, mais c'est juste la catégorisation du thermoplastique qui est figurée, mais on ne sait pas s'il y a tel ou tel adjuvant qui a été rajouté, et ça, c'est très 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 compliqué de le savoir. En fait, le problème du plastique, et le problème de sa recyclabilité, c'est que c'est un produit complexe qui n'a pas été créé pour être recyclé. Puisque on en avait plein, à la base, comme je disais, c'était un déchet, on en avait plein, fallait les couler, donc on s'est juste dit, facile, faut les couler, on va créer des objets à usage unique, des emballages, hyper simples, ça va être consommé tous les jours, ça va être jeté, et puis on s'en fout. Toutes ces choses qu'on a fait à usage unique, aujourd'hui, j'ai l'impression que l'humanité prend conscience que en fait c'était plutôt une bêtise et qu'il y a un continent au milieu de l'océan Atlantique. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Enfin, il y a un moment, j'espère que les humains ont compris qu'en fait c'était un problème de faire un plastique à usage unique. Donc du coup, est-ce qu'il y a eu une anticipation vers ça ? Et aujourd'hui, c'est quoi les technos qui permettent de garder le plastique tout en pouvant le traiter facilement et en évitant un 8e continent dans le Pacifique ? Ou un continent qui va être plus gros que les autres, enfin bref. Plus de poissons dans l'océan ? Par exemple, j'en sais rien. C'est le chiffre de la Fondation Ellen MacArthur qui nous dit si on continue comme ça, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Faut quand même avoir l'idée que l'océan, c'est quand même la chose la plus grande qu'on a sur notre planète. Un océan aussi, il faut aussi imaginer que c'est pas quelque chose de plat. En moyenne, un océan, ça fait 2 km de profondeur, donc on peut imaginer tout ce qui vit à l'intérieur. On se dit juste que ça va être plus rempli de plastique que de poissons si on continue. Le problème, c'est qu'on mange pas de plastique, nous, les humains. Moyennement. Enfin, on en bouffe un petit peu. Non, mais c'est pas quelque chose qui nous fait du bien. J'ai entendu dire que chaque occidental mangeait une carte de crédit de plastique par semaine. Alors, encore une fois, c'est des chiffres que, avec l'association de la fresque du plastique, qu'on décrit un petit peu. C'est pas si évident que ça. Il y a des gens qui nous disent c'est une demi-carte par mois. Il y en a qui nous disent c'est une carte par semaine. La réalité, c'est qu'on en mange. C'est qu'on en ingère pour la simple et bonne raison qu'on a cité tout à l'heure. Il y en a plein dans les océans. La chaîne alimentaire fait que le phytoplancton, que la sardine va être bouffée par le thon et nous, on va bouffer le thon. Donc forcément, on en ingère. On en digère aussi, faut aussi en avoir conscience. C'est que dans notre caca, il y en a. Mais ce qui est réel aussi, c'est que dans notre sang, il y en a. On a des traces de plastique dans notre sang aujourd'hui. Il y a quasiment, je crois, aucun être humain qui en a pas aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est resté en nous et ça reste en nous. Et à propos de caca, je peux envoyer la pub ? Ouais. Merci. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai. Dégage-les.
Modifie la confortabilité de ton canapé directement sur ton smartphone. Grâce au coussin Canépé à mémoire de forme programmable, ton canapé change de forme. Avec l'appli Canapout, contrôle les coussins pour leur donner des formes acérées. Que ce soit pour ton chat qui risque de l'abîmer avec ses griffes, ou encore pour tes amis insistants qui ne partent pas assez vite. Chasse-les au moment qu'il te convient. Essayez nos canépés chaque samedi. Zone industrielle en face de Mammouth, 56 350, Pignac-sur-Verge. Canépés, dégage-les. La belle histoire. La légende du plastique. Il était une fois une belle terre verte et luxuriante où les rivières coulaient claires et les animaux vivaient en paix. Mais un jour, les humains sont arrivés avec leur amour pour le plastique. Ils ont commencé à utiliser du plastique pour tout, des bouteilles d'eau aux sacs de course. Ils ont jeté leur plastique dans les rivières et les océans, pensant qu'il disparaîtrait simplement. Les animaux ont commencé à souffrir. Les poissons avalaient du plastique à la place de la nourriture et mouraient. Les oiseaux se piégeaient dans des sacs en plastique et ne pouvaient plus voler. La belle terre verte était devenue une terre de déchets en plastique. Un jour, un petit écureuil a décidé qu'il en avait assez. Il a rassemblé tous les animaux de la terre verte et leur a parlé du danger du plastique. Ah, Michel! Ils ont décidé de faire quelque chose pour aider à nettoyer leur maison. Ouais, c'est super, ouais, on y va. Les animaux ont commencé à collecter le plastique. Vas-y, Michel, ramène le plastique. Ils ont rassemblé tous les déchets plastiques en un énorme tas qui est vite devenu une montagne de plastique. Oh, c'est magnifique. Les humains ont commencé à voir ce que les animaux faisaient et ont décidé de les aider. En effet, les humains ont minutieusement trié ces déchets plastiques. D'une très grosse montagne, ils en ont fait 7 plus petites. Chacune d'elles rassemblait un type de plastique. Magnifique. Ils ont ensuite utilisé des technologies pour transformer les déchets en plastique en de nouveaux objets, tels que du carburant, des bancs, des tables, des maisons, du fil d'impression pour leur imprimante 3D. Bref, plus ils recyclaient, plus ils trouvaient de nouvelles façons de recycler. Les humains ont également commencé à utiliser des alternatives au plastique et à faire des choix plus durables pour préserver l'environnement. Les rivières et les océans sont devenus clairs à nouveau. Et les animaux ont pu vivre en paix. Les humains ont compris que le plastique ne devait pas être utilisé à la légère. Et qu'il fallait trouver des moyens de le réutiliser plutôt que de le jeter dans la nature. Là, tu vois, je te l'avais dit, Michel. Le petit écureuil a appris que même les plus petites actions peuvent faire une grande différence. Bah ouais, viens, Michel. Et la terre verte est redevenue belle grâce à l'effort collectif de tous ceux qui y vivent et qui ont trouvé des moyens innovants pour réutiliser le plastique. Cette histoire explique bien qu'un déchet bien utilisé peut servir de ressource. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai. Notre papier toilette tout net connecté vous permettra de voir directement sur votre portable si vous êtes porteur d'une maladie ou si votre alimentation n'est pas adaptée à votre organisme. D'un simple geste après l'aisselle, vous saurez tout sur votre niveau de santé. Tout net. Papier toilette. Offre réservée aux particuliers dans la limite des stocks disponibles. C'est Kiki qu'on invite ? L'invité. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas encore des boîtes qu'on fait du plastique consigné. Moi, c'est un truc auquel je crois pas mal. Alors, en Allemagne, il y a un circuit de consigne des soft drinks, donc tout ce qui est Coca, Fanta, ce genre de choses. Et donc, en Allemagne, quand tu achètes une bouteille de Coca-Cola, elle est consignée. Et donc, tu as une bouteille en plastique. Pourquoi je dis que j'y crois beaucoup ? Parce que on veut nous faire croire que la consigne en tant que telle est quelque chose d'extrêmement vertueux. Alors, ça l'est si on la repense. La consigne de ma grand-mère, je pense que ça doit parler à certaines personnes. Cette consigne qu'on ramenait à notre marchand, qui était renvoyée chez l'embouteilleur, qui était lavé, qui était réembouteillé, tout ça. Aujourd'hui, si on fait juste un bilan carbone de tout ça, c'est pas évident que ce soit plus vertueux que de jeter une bouteille de plastique tous les jours. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Si tout d'un coup on se dit on le remplace par du plastique, le plastique ça casse pas déjà. Le plastique, comme je le disais, c'est quasiment 10 fois, la plupart du temps c'est 10 fois plus léger que du verre. Donc déjà quand je le transporte, que je vais faire des allers-retours, c'est quand même un peu plus simple. Le seul vrai problème, et là c'est un autre problème qui vient à moi, c'est que le plastique on est quasiment sûr qu'il n'est pas 100% neutre. C'est-à-dire, comment ça ? Ce qu'on appelle des migrations. Chaque année, on se tape les bisphénols A, on se tape les téléphthalates, on se tape tous les trucs comme ça. On se dit, ça veut dire qu'en fait, c'est des adjuvants qu'on rajoute dans le plastique. Ouais, alors c'est des adjuvants, même des fois, c'est dans c'est des choses qui sont déjà même dans le plastique eux-mêmes. C'est qu'on se rend compte que tout produit qui est mis en contact avec un plastique va y avoir ce qu'on appelle des migrations. Alors, pareil, je donne une grosse alerte aux gens qui peuvent nous écouter. Surtout,
surtout, si vous achetez des produits dans des barquettes plastiques type traiteur et autres, ne les mettez jamais au micro-ondes. Il y a beau avoir marqué c'est micro-ondable, vous pouvez le faire, ne le faites pas. Il n'y a pas plus d'excitation d'atomes dans un polymère que sous un four à micro-ondes. Donc dès qu'on réchauffe une barquette de riz cantonné, pour donner une image, dans le four à micro-ondes, si on veut vivre longtemps, faut pas le faire trop souvent, quoi. Parce que c'est l'autre problème, c'est que la pollution qu'on voit, c'est celle qu'on voit, donc le 8e continent, tous nos pays qui sont... Mais l'autre vrai problème du plastique, c'est que c'est extrêmement cancérigène. Je fais un autre coup de pub pour une fresque que je suis en train sur laquelle je suis en train de travailler avec des gens géniaux, qui s'appelle la fresque de l'environnement et de la santé. Et donc c'est aussi de se rendre compte qu'on parle de beaucoup du climat, mais qu'aujourd'hui, toutes les maladies qu'on connaît, elles sont dues à nous. Et donc le cancer... principalement le cancer, les tumeurs et autres, c'est aussi parce qu'on ingère ce genre de choses, quoi. Par rapport au plastique, il faut comprendre que, comme je disais, le plastique, c'est un polymère. Alors, je vais faire une petite image aussi un peu sympa. C'est un polymère, c'est un peu comme le collet de pâtes qu'on fait pour la fête des mères quand on est au CP. C'est un peu ça, un polymère. C'est plein de petites choses qui sont agglomérées et il y a un lien entre les deux. Et donc, si on veut, encore une fois, le recycler, ce qui est chiant, c'est qu'il va falloir couper tous les maillons pour pouvoir le retrouver à son état. Mais surtout, il faut comprendre que c'est un peu comme comme ce collier de pâtes qui va bouger dans tous les sens. Et donc, c'est pour ça que les plastiques sont souvent flexibles. Mais donc, qui dit flexible, à l'instar d'une bouteille en verre qui ne l'est pas, va dire que je vais avoir des mouvements. Et donc, dans ma chaîne, on va dire de polymère, si j'ai des mouvements, et si en plus j'ai de la chaleur, donc des réactions chimiques, tout d'un coup, il y a ce qu'on appelle migration. Et donc, migration d'une barquette en polystyrène que j'ai récupérée chez mon traiteur, que je chauffe au micro-ondes. Sur le riz que je suis en train de chauffer. Ah, c'est ça. Et je bouffe le riz, du coup, je bouffe le plastique. Enfin, je bouffe pas directement le plastique, mais je bouffe surtout toutes les merdes qui ont migré directement. Tout ce qui va être aussi en contact liquide, donc toutes nos superbes conserves, ce qu'on a tout souvent tendance à oublier, par exemple notre Coca qu'on boit en canette, on se dit c'est super, c'est beaucoup plus écologique que la bouteille. C'est pas faux. Ça a même tendance effectivement à être un peu plus écologique, mais dans nos canettes en aluminium, on a une couche en plastique. Bah oui, bien sûr. Qui était faite à la base en bisphénol. Alors ça très fine. Voilà, très fine. Bien évidemment, tout le monde nous a dit qu'ils l'ont changé. Ils l'ont changé. Alors je crois qu'ils ont juste changé de bisphénol. Ils ont dû mettre un C au lieu d'un B. Et donc globalement, toutes ces canettes-là, il y a un contact qui aujourd'hui n'est pas prouvé. Il y a une carte qui est géniale. Il y a un iceberg qui est génial que j'ai vu encore une fois dans la fresque de l'environnement et de la santé. On voit un iceberg qui nous dit aujourd'hui il y a à peu près 600 000 produits chimiques qui existent dans le monde. Donc tout ce qu'a été capable de produire toutes ces industries comme Dupont, comme des dérivés du pétrole et tout ça, pour faire tous les adjuvants possibles imaginables, tout ce qui va être le téflon, on peut en parler, qui est encore une fois un plastique. Ouais. Le téflon qu'on retrouve sur toutes nos poêles. Ah, c'est un plastique aussi, le téflon. Ouais, le téflon c'est un plastique. Donc c'est un dérivé, c'est toutes ces choses-là. Et donc le téflon, si on peut parler aussi de ça, c'est de se dire en fait ces revêtements antidérapants qu'on a sur nos poêles, c'est miraculeux, je peux griller des steaks sans que ça accroche. Oui, mais effectivement c'est un adjuvant. Donc tant que la poêle est nickel chrome, aucun problème. Du moment que je vais mettre un coup dedans et qu'on va se retrouver avec des rayures, ça veut dire que c'est percé. Et là, le plastique se libère. Et là, tout peut se libérer. Et part dans la bouffe. Et surtout, part à des chaleurs autour de 100 degrés. Ouais. Donc ça pétille, quoi. Il faut imaginer des électrons libres qui sont hyper chauds patates et qui vont aller dans votre steak, dans votre beurre, dans tout ce que vous allez cuire dedans. Donc le téflon, oui, c'est un vrai gros problème. Donc tout ce qui peut être, on va dire, poêle en cuivre, poêle en inox, à favoriser par rapport à tous nos amis malheureusement téfales, ok, je vais pas faire un grand coup de pub, mais c'est un peu la réalité. J'avais vu qu'il y avait quand même des nouveaux plastiques qui déboulent, qui on appelle les bioplastiques, qui sont faits à base d'algues ou de plein d'autres choses. Et est-ce que tu peux nous en dire deux mots, bien sûr. Justement sur ces plastiques nouvelle génération? Aujourd'hui, les plastiques sont fabriqués à base de pétrole, donc plutôt d'origine fossile. Et donc là, tout d'un coup, on commence à envisager des plastiques d'origine naturelle. Donc il y a eu plusieurs générations qui ont été faites. Les premières venaient de l'amidon de maïs. On a réussi à trouver un polymère au sein de l'amidon
d'amidon de maïs et en faire ce qu'on appelle un PLA. Et donc ce PLA, les premiers PLA étaient faits avec du maïs en tant que tel. Ça a été extrêmement décrié puisqu'on enlevait une denrée alimentaire pour en faire un emballage, donc forcément c'est pas resté longtemps. On a fait une deuxième génération, puis une troisième qui a réussi à faire du plastique à partir, alors je donne l'exemple le plus marquant qui est la bagasse de canne à sucre. Donc la canne à sucre, une fois qu'on a récupéré son jus pour en faire du sucre principalement, on va avoir un déchet très fibreux, et ce déchet très fibreux, on arrive à en récupérer encore une fois un amidon et en faire encore une fois un autre type de PLA. Donc on est plutôt sur une tendance intéressante, sauf qu'on est à des années-lumière de ce qu'on produit de sucre versus ce qu'on produit de pétrole. Donc forcément, l'offre n'est pas du tout la même. Et donc, la réalité de tout ça, c'est que, est-ce qu'il y a une alternative ? Oui. Est-ce que ça représente 0,01% ? Oui. Est-ce que c'est une vraie solution ? Non. Si on veut, je reprends l'exemple de la bagasse, se dire c'est cette bagasse qui va nous créer le plastique de demain, il va falloir prendre quasiment 10% des terres arables mondiales juste pour créer de l'emballage. Il y a un tiers de la population mondiale qui crève de faim. Non. C'est compliqué. Ça marche pas. Donc ça marche pas. Il n'y a pas de solution miracle. Et puis en fait, la seule solution, c'est nous. Nous, on a été éduqués avec ça. Donc aujourd'hui, c'est normal d'acheter de l'emballage et de le jeter derrière. Même si tu as raison, on commence un peu à revenir en arrière. Mais jusqu'alors, les gros industriels continuent à faire du fric et Carrefour, Auchan, qui en vendent beaucoup, n'ont pas encore fermé la porte. Donc je suppose que ça continuera encore de marcher un certain temps. Donc globalement, tant qu'on est sur cette mouvance-là, tant qu'on continue à en acheter, à en consommer, il y a de fortes chances que ça continue, quoi. Et puis on rentre dans cette tendance marketing du greenwashing. Alors moi j'ai tendance à le voir un peu partout parce que forcément j'ai tendance à me dire que c'est surtout pour vendre, et c'est le cas quand un produit fait en PLA, donc en plastique bio, en tout cas naturel, est fait et sorti, c'est tous les écolo-bobos dont je fais partie vont être touchés, ils vont se dire ah bah tiens, j'ai acheté un produit qui fait pas de mal à la planète. Ça en fait un peu moins, mais est-ce que c'est une solution durable ? Non. Surtout si c'est 0,1%. En fait, voire 0,01%. En fait, la réalité des 0,1%, c'est quand on voit le linéaire, quoi. Quand on est chez Carrefour, on voit avant tout que du plastoc. Tu vas au rayon des yaourts, il y en a peut-être 2 qui sont faits en PLA, mais t'en as 98% qui sont faits encore en polystyrène. Et même si demain, je pense que c'est aussi une volonté de faire de plus en plus de yaourts. Donc aujourd'hui, le pot de yaourt, il est fait en polystyrène. C'est un plastique qui n'est pas du tout recyclé, parce qu'il n'y a pas de filière de recyclage de polystyrène. Demain, il y a beaucoup d'acteurs qui annoncent vouloir faire du PET, donc comme le plastique de nos bouteilles d'eau. Il va devenir du coup plus facilement recyclable, mais à quelle échelle ? À partir du moment où à chaque fois que la variable ultime, celle qu'on met tout en haut de la pyramide, c'est le profit et le coût, en fait on fait n'importe quoi. Et si on mettait en haut de cette variable la vie, je sais pas, un truc un peu noble, la préservation de la vie, en fait, tout bêtement. Ah oui. Et pourquoi pas faire des pots de yaourt enveloppés dans des parties de bambou, je sais pas si ça existe. En fait, on peut tout imaginer, mais on en revient au même problème, c'est que un yaourt, ça coûte, je vais prendre un prix français, de mémoire, ça coûte à peu près 80 centimes à l'achat. Si tout d'un coup, tu imagines faire la même chose à l'échelle de ta peau de bambou, de je ne sais quoi, ton yaourt, il va coûter 2 € pièce. T'en as certains qui vont l'acheter, comme moi, écolo bobo, et puis la plupart du temps, les gens vont crier en disant c'est pas possible, je peux pas acheter ça. Donc moi je pense qu'il y a un truc qu'on a perdu, c'est la valeur des objets. Grâce et probablement à cause de cette industrie. Alors, il n'y a pas que dans l'alimentaire, mais en tout cas, à force de voir des produits qui coûtent rien ou quasiment rien, on ne peut plus mettre l'argent dedans. Le réflexe que je disais par rapport à l'agroalimentaire, c'est qu'aujourd'hui, l'attribution d'un couple moyen français, enfin occidental, c'est à peu près 1/10 de son budget dans l'alimentation. À la fin de la guerre, dans les années 50-60, c'était 1/4. Donc certes, il y a eu un changement de paradigme, il y a eu un changement, mais il y a eu aussi un prix de la bouffe qui est devenu tellement peu cher avec tous nos hypermarchés qu'on fout plus d'argent, puis on a envie de foutre de l'argent dans nos iPhones et dans nos vêtements. D'ailleurs, à propos de mettre de l'argent dans plein de choses, j'envoie la pub. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai. Découvrez le livre. Le livre est un nouveau dispositif cognitif bio-optique organisé qui constitue une rupture technologique majeure. Ne comportant pas de batterie, il n'a pas besoin d'être chargé et peut être utilisé autant que nécessaire, sans alimentation électrique ni connexion Internet. Le livre peut être utilisé partout et ne tombe jamais en panne. Il suffit de l'ouvrir et profiter de ses nombreux avantages. Chaque page est scannée optiquement, enregistrant l'information directement dans votre cerveau. Un simple geste du doigt vous emmène à la page suivante. Composé uniquement de matériaux 100% recyclables, le livre est un produit respectueux de l'environnement.
Portatif, durable et accessible, le livre est le précurseur d'une nouvelle génération de loisirs. Des livres à lire. Voici notre sélection de livres éclairants et inspirants qui peuvent nous aider à comprendre et à agir. Les éco-optimistes de Dorothée Moisan. Atteindre un état d'esprit plus positif concernant l'écologie n'est pas facile. Mais cela est possible. Des personnes racontent comment elles sont devenues des éco-optimistes, en décidant de ne pas se laisser abattre par les effets négatifs du dérèglement climatique, mais plutôt en cherchant à créer une société plus en adéquation avec les limites planétaires. Cela ne sera pas facile, mais en agissant, nous pouvons éviter de nous laisser submerger par le pessimisme ambiant qui nous paralyse. Ce texte vous donne des idées pour agir à votre niveau en faveur de l'écologie. Les éco-optimistes de Dorothée Moisan aux éditions Seuil, 192 pages, 13,50 €. Climat de Ian Colfer et Andrew Duncan. Avec les dessins de Giovanni Rigano, Climat est un roman graphique qui raconte une histoire fictive. Mais tous les éléments liés au changement climatique sont bien réels et actuels. Yuki, une jeune fille de 14 ans, vit dans un village inuit déserté en Nouvelle-Écosse, au Canada. Sami, quant à lui, vit dans un village de pêcheurs sur la baie du Bengale. Le changement climatique perturbe leur vie et les oblige à s'adapter constamment et à se battre pour survivre. Destiné à la jeunesse, cet ouvrage conviendra également aux adultes. À travers les aventures de Yuki et Sami, vous pouvez en apprendre davantage sur la crise climatique actuelle. Climat de Ian Colfer, Andrew Duncan, dessin de Giovanni Rigano, édition Robinson, 144 pages, 19,99 €. 100 cartes pour sauver la planète, de Catapulte. Cet ouvrage combine des cartes et des infographies pour rendre la science compréhensible et passionnante. Il est créé par Catapulte, un magazine allemand qui utilise des arguments factuels et concrets pour sensibiliser à l'urgence climatique. Les 100 cartes présentées dans ce livre sont souvent ludiques et nous font découvrir, entre autres, les dépenses pour les pistes cyclables en Europe, la localisation des réserves de lithium dans le monde, la consommation annuelle d'électricité pour la Tour Eiffel et la propagation du raton laveur due au changement climatique. C'est une mine d'informations parfois décalées, mais toujours juste. 100 cartes pour sauver la planète, Catapulte, édition Glénat, 208 pages, 35,50 €. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai. Marre des factures de chauffage toujours plus élevées ? L'amplifarteur Le Prout réduira la facture, pas les odeurs. Grâce à son grand volume de stockage de gaz, l'amplifarteur Le Prout vous permettra de vous chauffer tout l'hiver à moindre coût. Conçu dans les laboratoires de l'Institut des énergies renouvelables, cet amplifarteur est homologué gaz naturel. Avec l'amplifarteur Le Prout, vous ne vous chaufferez plus au mazout. Avec Le Prout, plus de mazout. Bien lire la notice avant usage, installation homologuée flamme rouge. C'est Kiki qu'on invite. L'invité. J'ai l'impression que l'humanité, elle a une capacité à multiplier de la merde. Ouais. Je prends un exemple sur l'architecture. Ouais. Tu vois les bâtiments, avant, il n'y avait pas 2 bâtiments pareils. Il y avait un artisan qui faisait des sculptures, des trucs de dingue. Et le bâtiment, en fait, était beau. Et lui, il prenait du plaisir à le faire, je pense. Ouais, bien sûr. Parce que c'était un truc unique. Et les gens qui venaient visiter son bâtiment, eh ben, prenaient du plaisir à le voir parce que c'est un unique bâtiment au monde. Et j'ai l'impression que depuis quelques décennies, on en est arrivé à un point où on multiplie, on fait des copier-coller de trucs pourris. Et on est capable de faire 1 milliard de choses pourries, alors qu'avant on faisait 10 trucs bien. Je sais pas si c'est pourri, parce que finalement... Enfin pourri, mais facile. Et sans prendre en compte des paramètres autres que le profit. Que le profit, on est d'accord. Mais ça, c'est un vrai problème. Ouais, c'est carrément. qu'aujourd'hui, on construit effectivement des bâtiments à la chaîne, on construit des pots de yaourt à la chaîne, on construit des jeans à la chaîne, en se disant, le seul intérêt, c'est de dire combien ça va coûter. Et combien ça me rapporte, surtout. Et bien évidemment, combien ça rapporte. Enfin, j'ai l'impression que c'est plutôt ça la question. C'est que aujourd'hui, un pot de yaourt à un Danone ou un Yoplait, ça lui rapporte pas grand-chose. Mais le gros avantage, c'est qu'il en vend des millions. Bah Donc forcément, pas grand-chose fois 1 million, ça commence à faire pas mal. Ça fait beaucoup, ouais. Donc c'est ça aussi l'ampleur des choses, c'est que peut-être que la solution, c'est de revenir à une échelle beaucoup plus petite. Effectivement, c'est mon crémier qui va me produire mes yaourts, il va me les faire dans des pots en verre consignés, je vais lui ramener tous les jours. Bah voilà. Donc il faut changer de paradigme, il faut changer de vision de la façon d'acheter. C'est peut-être un peu radical ce que je dis, mais je suis le premier à le faire. Il faut boycotter les grosses enseignes comme Carrefour, Auchan, et genre de magasins qui vendent que du plastique à usage unique. Il faut retourner voir nos commerçants qui crèvent la gueule ouverte en ce moment. Mais c'est compliqué parce que, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut revenir au local et soutenir les acteurs locaux parce que souvent, ils font ça avec beaucoup plus d'amour et moins d'intérêt que les gens qui sont à 10 000 km et qui font ça par milliard. Ça, c'est clair. Mais d'un autre côté,
on est toujours dans une société qui pousse à faire des centres commerciaux à l'américaine, des espèces de malls, tu vois. Là, on le voit d'ailleurs sur Sartrouville, là, le centre commercial à Montesson, juste à côté, va faire une extension et ça a été voté. Ouais. Donc cette extension, elle va tuer pas mal de commerçants locaux et ça va amener des enseignes qui sont des enseignes qui sont déjà sur les 5 continents. Mais le seul pouvoir que l'on a, c'est de pas y aller, quoi. Ouais, non, mais c'est la carte bleue. C'est la carte bleue, c'est la meilleure façon de voter. Hein. La vraie carte de vote, c'est la carte bleue. Bien évidemment. On est bien d'accord. Donc si on arrête d'aller consommer et d'acheter ces choses-là, forcément les industriels vont devoir trouver d'autres choses et peut-être revenir à des modèles beaucoup plus petits, beaucoup plus vertueux, beaucoup plus proches. Et puis surtout, probablement se casser la gueule. Hein. C'est ce qu'on commence aussi à envisager dans les prospectives très très lointaines, que les gros vont se casser la gueule. Encore une fois, c'est des projections. Est-ce que ça va arriver vraiment ? Ils se casseront la gueule à partir du moment où on aura mis en place une sorte d'économie bleue, comme dit Gunther Paoli. Je sais pas si tu connais ce mec-là, Gunther Paoli. Ouais. Gunther Paoli, c'est une sorte de Largo Winch de l'écologie. Okay. Et pour lui, l'économie bleue, c'est une économie où tout ce qui est bon pour l'humain et qui est bon pour la Terre est moins cher que tout ce qui est néfaste pour l'humain ou néfaste pour l'environnement. Ce mec-là milite depuis des années et des années pour que des produits qui soient polluants, néfastes pour la vie, dans sa globalité, soient ultra taxés. Ouais. Et que du coup, ils vont disparaître des rayons. Oui, mais moi je suis complètement d'accord avec Gustave Paoli et avec toi, c'est que qui va mettre en place cette taxe ? Qui a un intérêt à les taxer ? La réponse, on la connaît très bien. On est bien d'accord. Personne. Aujourd'hui, il y a de plus en plus ce qu'on appelle la désobéissance civile. Je fais partie de certains mouvements que je vais pas citer là, mais on le voit bien aujourd'hui, ça représente encore une fois 0,001% de la population française. Si on arrive juste à passer à 4%, on peut faire bouger Macron de son siège. La désobéissance civile que j'ai entrepris, je l'ai entrepris suite à ce que j'ai vu par les suffragettes, par la ségrégation raciale aux États-Unis. C'est parce qu'il y a des gens qui ont les couilles de se foutre dans la rue pour dire il y en a marre, quoi. Et donc on le voit en ce moment, il y a des gens qui vont dans la rue pour se battre pour les retraites, il y a des gens qui vont dans la rue pour se battre pour des associations écologiques, et on espère qu'il va y avoir des choses qui vont se mettre en place pour changer. Maintenant, faut se battre, quoi. Donc, je sais pas jusqu'où on pourra aller, jusqu'où ça ira, en tout cas. L'idée, c'est que notre planète continue d'être habitable. Ou alors, on suit tous Elon Musk, on va sur Mars. Bien sûr, ouais. Là, d'ailleurs, son dernier suppositoire, il a explosé, quand même. C'est ça. Donc, c'est pas encore complètement il a émis un peu de CO2 au passage, d'ailleurs. Tu m'étonnes. On commence à renvoyer, là. C'est clair. Bon, bref, ils avaient le doigt sur le bouton. C'est ça. Comme moi, qui ai le doigt sur le bouton des infos qu'elles sont bonnes. Des informations qu'elles sont bonnes. D'ici 2024, un éco-score affiché sur les vêtements et l'alimentation. Ah bon ? D'ici le 1er janvier 2024, un éco-score devra être affiché sur les produits textiles et alimentaires en France. D'accord. Cet affichage obligatoire permettra aux consommateurs de juger l'impact environnemental de leurs achats et de les pousser vers une consommation plus durable. Oui, il est temps. L'éco-score doit remplacer les faux labels et lutter contre le greenwashing. Washing. Du papier conçu à base de feuilles mortes. Bonne idée. La société ukrainienne Relief Paper a développé un procédé pour fabriquer du papier à partir de feuilles mortes, collectées dans les parcs et jardins publics. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Fondée en 2021, l'entreprise a produit plus de 100 tonnes de papier par mois en 2022. 100 tonnes ? Ce papier peut être ensuite recyclé comme n'importe quel papier classique. Et en bonus, le papier issu de feuilles se dégrade en seulement 30 jours, alors que le papier ordinaire peut prendre jusqu'à 270 jours. Avant ou après les WC ? Autant d'avantages qui font de cette solution une alternative particulièrement séduisante. Des panneaux solaires à base de déchets alimentaires. Pas mal. Un film constitué de déchets de fruits et légumes qui se collent aux fenêtres et capte les rayons UV pour les transformer en électricité. Cette invention, baptisée Ahureus, a reçu un James Dyson Awards en 2020. Yeah. À l'heure actuelle, 78 types de fruits et légumes ont été testés. 9 d'entre eux ont montré un vrai potentiel pour capter les UV et être intégrés dans la composition des films solaires. Parmi eux, le persil, le curcuma ou encore la tomate. Miam. Mais le jeune étudiant philippin qui a imaginé cette solution n'a pas encore fait le tour de toute la liste des fruits et légumes à sa disposition. Oula, ça va prendre quelques années. Bon courage. La maison intergénérationnelle plutôt que l'EHPAD. 2 couples d'amis ont racheté la Villa Roassu à Saint-Étienne pour en faire une maison intergénérationnelle. Elle offre aux seniors une alternative conviviale à l'EHPAD et réunit sous son toit jeunes actifs et seniors.
Les 750 mètres carrés comprennent studio pour les jeunes et logement plus grand pour les seniors, ainsi que des espaces communs. Et Nana qui s'occupe de leur repas et de leur bien-être. Merci Nana. C'est Kiki qu'on invite. L'invité. Le plastique à l'état naturel, ça n'existe pas. Non, c'est de la chimie. Est-ce que la nature a créé une sorte de plastique? Oui. J'imagine qu'il Il y a un élastomère qu'on connaît tous. Non, le caoutchouc. Le caoutchouc qui sort de l'arbre. Qui sort de l'OVA. Direct. Voilà, c'est la sève de l'OVA. Ouais. Et effectivement, c'est quelque chose de complètement naturel. Mais qui dit naturel, en fait, c'est souvent aussi la même chose, c'est qu'on dit bioplastique pour essayer de se dorer la balance. Enfin, pour essayer de se dire, waouh, c'est magnifique. Mais il y a un moment, on se dit juste, c'est un plastique. Donc, c'est un polymère. Donc, c'est de la chimie. Ça a beau venir de la nature, ça a beau venir d'un arbre, d'une bagasse de canne à sucre, comme je disais, ça reste de la chimie et on va polymériser cette bagasse pour en faire un plastique. Donc finalement, on continue à faire de la chimie. Et donc cette chimie, elle est rarement très saine. Le problème qu'on a derrière, c'est qu'aujourd'hui, on a cette vision un peu mythique de dire il faudrait faire des plastiques biodégradables. Alors, je fais un grand aparté sur le terme biodégradable parce que c'est le côté baguette magique, voire la poudre de perlimpinpin, de croire qu'on va pouvoir prendre un pot de yaourt ou je ne sais quel sachet et le jeter dans la nature. Jeter de la nature comme je pourrais jeter un trognon de pomme. Faut juste encore une fois revenir à ce que je disais avant, c'est qu'une pomme, c'est fait par la nature, je la mange, j'en mange une partie, le reste, je jette dans la nature, ça va être décomposé. Il y a des vers qui vont venir le bouffer, il y a le temps et le climat qui va faire que ça se décompose et ça va refaire une petite graine et potentiellement ça va refaire un arbre. C'est génial. C'est ce qu'on appelle la biodégradabilité. Ça marche très bien pour les fruits, ça marche beaucoup moins bien pour les polymères. Donc du moment que un produit a été fait par l'être humain, il a rien à foutre dans la nature. Ouais. Donc il doit pas être biodégradable. Donc toutes les choses que vous voyez avec des produits marqués biodégradables, en fait, faut les éviter. Ça n'existe pas. Le terme, il a été interdit depuis 2022 par le Conseil national de l'emballage, donc Conseil national de l'emballage en France. D'accord. OK. Le seul problème, c'est que c'est pas européen ou que c'est pas mondial. Et donc aujourd'hui, par exemple, c'est pas interdit en Italie. Donc tous les emballages produits en Italie et l'Italie est un gros producteur de carton. Et donc, il y a beaucoup de cartons qui sont paraffinés avec des produits plastiques, comme je disais. Par exemple, les pots de glace type Häagen, ce genre de choses. Et vont se retrouver sur le marché français. Et des fois, on se retrouve dans des produits un peu de niche, genre bio ou petits confiseurs, qui se retrouvent avec des enseignes biodégradables sur leur pot de glace. Quand on importe quelque chose, on vérifie ce que c'est. Pas tant que ça. C'est n'importe quoi. Ouais. Je pense qu'on fait super gaffe sur l'alimentaire. Mais moi, je m'en rends compte un peu, c'est qu'on fait pas tant que ça gaffe sur de l'emballage. Ouais. Et donc, il y a des mecs qui achètent en grosse masse des pots biodégradables de carton, qui l'amènent en France et qui disent mon pot de glace, il est biodégradable. Ouais. Mais ce qui, par définition, est une hérésie. Qu'il soit compostable, et encore une fois, je pense qu'il ne l'est pas, ça pourrait être envisageable. On voit de plus en plus les sachets de thé, les petits sachets de thé là qui sont en unitaire, dites je suis compostable. Alors moi, j'engage encore une fois tous les auditeurs qui nous écoutent à jamais mettre ça dans leur compost. Qu'il soit compostable, peut-être dans un compost dit industriel qui va être arrivé en 2023. On va enfin avoir des bacs de compost normalement qui vont être un peu mis d'un point de vue national. C'est obligatoire en 2023. C'est ça. 1er janvier. Mais pour autant, est-ce que c'est bon dans votre compost qui va vous permettre de nourrir vos petits plants de tomates avec encore une fois un truc qui est fait à base de produits chimiques? Des bonnes tomates au plastique. Ça va être bon. Moi, je vous déconseille. Et le carton aussi, on dit toujours mettez du carton dans le compost. C'est vrai, on a besoin de matière sèche dans le carton, dans le compost. Mais encore une fois, les encres, c'est que des polymères. Donc, le carton des boîtes d'œufs sans étiquette, ok. Le carton des boîtes de céréales de vos enfants avec le gros fossile dessus, là, ça marche évitez, pas. Quoi. Ouais, c'est clair. Ok. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des solutions pour recycler au mieux le plastique? Ouais, effectivement, c'est un peu l'enjeu de ce recyclage. Alors, on va juste aussi définir deux choses qui peut être intéressantes. C'est le recyclage versus ce qu'on sait très peu traduire en français, mais qu'on appelle en anglais l'upcycling, le surcyclage en français. Le mot est pas super sympa. J'aime bien surcyclage. T'aimes bien surcyclage? Ah ouais, moi je trouve ça très surcyclage. C'est au-dessus du recyclage. C'est un peu au-dessus, et je pense que c'est au-dessus dans les deux poissons, parce que le surcyclage permet juste de essayer de trouver une nouvelle vie à l'objet sans entièrement le transformer. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça veut dire utiliser moins d'énergie pour pouvoir le retransformer. Le problème du recyclage, on l'a un peu dit par rapport au plastique, c'est déjà de réussir à le trier. Mais même une fois qu'il est trié, il va falloir le laver, il va falloir le décomposer, il va falloir le refondre. Donc tout ça, c'est beaucoup de CO2. Donc pour parler du surcyclage, ce qui est intéressant, c'est de se dire comment je fais pour, en transformant légèrement un produit, lui donner une nouvelle fonctionnalité et essayer de lui faire perdurer sa vie ou le transformer légèrement. Et donc il y a cette notion-là qui est de plus en plus vue, alors qui
pas évident dans le plastique. On essaie de faire beaucoup de surcyclage de matériaux plus nobles, dans le verre, dans le bois. Je pourrais parler d'une petite start-up que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cul de Verre, qui a eu l'idée de juste prendre des très belles bouteilles de vin et d'en faire des verres d'eau, juste en coupant. C'est assez simple et facile à imaginer. Ils arrivent à faire des très très beaux verres. C'est quelque chose aussi qu'on fait au sein du collectif, avec des projets qu'on a, comme un projet qu'on appelle Flora, et à partir d'un pot de confiture ou d'un pot de compote, on va réussir à en faire un vase, en récupérant le vase et en amenant juste une petite coiffe par-dessus pour essayer de lui donner une seconde vie. Donc il y a cette idée du surcyclage, mais des fois aussi, et surtout à l'échelle du plastique, il faut penser recyclage. Et donc, par rapport au recyclage, tout ce qui est fait, on va dire, à grande échelle avec nos amis recycleurs qui le font beaucoup dans l'univers de la bouteille d'eau ou de la polaire qu'on peut voir de temps en temps avec des choses où on voit des polaires qui sont faites à partir de bouteilles d'eau, ce qui est une réalité. Et c'est déjà une bonne chose. Ou sinon, de le faire à une échelle, on va dire, un peu plus artisanale. Et je parlais tout à l'heure de Precious Plastic, qui est un mouvement, on va dire européen, mais quasiment mondial aujourd'hui. Ce qui est assez intéressant avec ce collectif, c'est que c'est un designer qui a monté ça il y a maintenant une dizaine d'années, et il s'est dit, comment je fais pour revaloriser du plastique, comment je fais pour recycler du plastique. Et au lieu de réfléchir comme un bon designer, comme je pourrais le définir, il s'est pas dit, je vais concevoir des objets, je vais plutôt concevoir des machines. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qu'il a fait, c'est de se dire, je vais construire 4 machines, enfin je vais imaginer 4 machines hyper simples à fabriquer, quasiment par monsieur tout le monde. Il faut un petit peu de matos, mais c'est quasiment faisable par monsieur tout le monde. Et donc, je vais imaginer ces machines, je vais les laisser en libre de droit, les gens vont pouvoir les faire, et donc il a créé 4 machines, un broyeur qui permet de broyer le plastique, une presse, une extrudeuse et une injecteuse, et grâce à ces 3 machines, quasiment n'importe qui ou n'importe quelle collectivité peut imaginer lui-même recycler son plastique. Une fois que bien évidemment qu'il l'aura trié, parce que encore une fois l'enjeu est bien là. D'ailleurs, on a eu un Precious Plastic Sartrouville pendant quelques années ici, qui a été fondé par Nicolas Jacob, qu'on a suivi d'ailleurs tous les deux. Tout à fait. Moi, j'étais super enjoué, en tout cas, qu'il l'ait fait. Depuis, malheureusement, le projet, en tout cas sur Sartrouville, est tombé en désuétude. Donc, c'est peut-être aussi un appel à des gens qui aimeraient l'idée. N'hésitez pas à aller voir le site de Precious Plastic, et puis n'hésitez pas à nous contacter si ça peut vous intéresser. Eh bien, l'appel est lancé. Ouais. J'espère que beaucoup de gens y répondront pour que nous puissions avoir un centre Precious Plastic dans notre ville. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai. Notre GPS fixe n'a pas besoin d'être chargé, ni d'être déplacé. Branchez-le sur une prise de courant et vous saurez précisément où vous vous trouvez. Vous êtes ici. Vous pouvez même l'emmener chez des amis pour une meilleure soirée. Vous êtes ici. Comme il donne aussi l'heure, vous pourrez connaître à tout instant votre position dans le temps. Vous êtes maintenant. En ce moment, notre GPS positionneur universel est en promotion au prix exceptionnel de 477,99 €. Alors profitez-en. Vous êtes ici et maintenant. Offre réservée aux particuliers sous réserve de l'acceptation de votre dossier par GPS Fixe Financement. Ouais, j'achète tout de suite. L'ambiance nature. Quelques secondes, juste en compagnie de la nature. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai. Vous êtes seul, vous êtes asocial et n'aimez pas parler aux autres personnes? Venez sur Toctic, le seul réseau social qui ne nécessite pas de vous exprimer. Inutile de commenter ou de rechercher de nouveaux amis. Vous serez diverti uniquement par des personnes qui ne comptent pas pour vous. Toctic, le réseau des geeks. C'est Kiki qu'on invite? L'invité. Donc il y a un autre sujet sur lequel je voulais te lancer. C'était sur le fait que tu as fait une exposition il y a pas longtemps sur Sartrouville, liée à des super-héros et explique-nous tout ça. Ok. Alors pour faire bref, j'ai appris à dessiner quand j'étais minot, enfin quand j'étais ado. Je dessinais les personnages qui me faisaient rêver, les comics, les mangas, les BD. J'avais pas l'ombre de pouvoir en faire un jour mon métier, mais en tout cas j'adorais faire ça. Et je suis devenu designer, comme beaucoup de métiers, on finit par faire que sa passion devienne son métier. Donc on perd un peu l'envie de dessiner. Et donc en 2022, je me suis lancé un peu le défi de me dire si j'arrivais à revenir à ça et à prendre du plaisir en dessinant. Et donc j'ai commencé à ressortir mes mangas de l'époque qui étaient entièrement en japonais, où on comprenait rien à l'époque, mais on était super content de les avoir. Et donc j'ai commencé à redessiner des vrais mangas de base, quoi. J'ai fait quelques premiers tableaux et puis je me suis dit mais en fait,
qu'est-ce que ça veut raconter, quoi. Et je pense que comme un peu toute œuvre, on essaie de raconter quelque chose. Au même moment, j'étais en train de me former à la fresque du climat et à toutes ces nouvelles actions. Et donc, je me suis dit, en fait, ces super-héros qui ont des super-pouvoirs, qui combattent le mal la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour combattre les enjeux climatiques ou même les enjeux de pollution face auxquels on est, quoi. Et donc, j'ai commencé à les imaginer dans des situations. Ces petits personnages, donc on a du Tortue Génial dans Dragon Ball, on a du Tornade dans les Marvel, on a tous ces petits personnages qu'on connaît bien. Et donc qu'est-ce qu'ils pourraient faire face à l'urgence climatique, face à cette urgence aussi de pollution plastique, on a parlé des 7e continent. Et donc j'ai fait une expo avec 11 tableaux qui représentent un peu ça, pour comprendre aussi les causes. C'est souvent un peu ce qu'on dit dans la fresque du plastique, comprendre la différence entre les causes que nous on engendre à notre échelle humaine et les conséquences que ça va avoir de plus en plus fortes dans les années à venir. Et donc, j'ai fait ça avec un objectif, celui de me dire que si je commence à faire de la BD, du dessin, je suppose, et en tout cas, c'est ce que je commence à voir, c'est que ça va intéresser les plus jeunes. Parce que l'enjeu le plus important à mon niveau, c'est de faire comprendre ce qui se passe. Typiquement, l'émission est géniale parce qu'on peut en parler, mais aussi, il faut trouver des médias. La fresque du climat est un super média dans un milieu, on va dire, plutôt adulte. Je pense qu'elle est plus compliquée à intégrer à l'école, et donc, j'ai eu l'idée, avec l'école Turgot d'ailleurs, l'école de Sartrouville, de le proposer donc du coup à des élèves du CPO CM2 et de leur montrer les tableaux. Et en fait, l'idée assez dingue, c'est que les enfants, ils étaient émerveillés. Premièrement, émerveillés de voir des jolis dessins de personnages que eux aussi connaissent. Et puis tout d'un coup, de parler. C'est des ateliers que je vais faire de plus en plus à la rentrée. Donc aussi, j'invite à tous les gens qui pourraient être intéressés de voir ça dans les écoles à le diffuser, et puis de dire que finalement c'est un atelier hyper ouvert, on communique beaucoup avec les directeurs d'école ou avec les maîtresses, et donc souvent en tout cas les enfants sont hyper enjoués de pouvoir discuter là-dessus. Il faut, je pense, faire comprendre d'une certaine urgence, mais il faut aussi décomplexer le truc. Et ces enfants, ils ont besoin aussi avant tout de rigoler, ils ont avant tout besoin de s'émerveiller, donc on n'est pas là que pour leur donner des informations accablantes, on est aussi là pour passer des moments d'échange et de bonheur. Ceci dit, le fait de mettre ensemble les super-héros et le changement climatique, et le fait de les mettre ensemble, ça fait poser des vraies questions. Des questions très très fortes. Les super-héros ils nous ont été vendus quelque part, entre guillemets, comme étant capables de résoudre tous les problèmes de l'humanité. Et là, on a un vrai problème concret qui est à l'échelle planétaire. Seront-ils puissants ? C'est ça. D'ailleurs, le nom de ton expo, c'est quoi ? C'est super impuissant, avec le 1 entre guillemets entre parenthèses, puisqu'effectivement on les voit comme des super puissants, mais que bien évidemment l'expo montre qu'ils sont quasiment impuissants face à ça, parce que battre un méchant, on se rend compte qu'il y a toujours un Kamehameha ou un super pouvoir qui va réussir à détruire le super méchant, mais lorsqu'il faut reconstituer la banquise ou les calottes glaciaires, ou lorsqu'il faut réussir à recréer la biodiversité marine, c'est compliqué. Donc il y a tout un enjeu là-dessus. Ce qui est intéressant, je reviens aussi à l'atelier avec les enfants, c'est que avant tout on parle d'émotions. C'est souvent quelque chose qui est assez intéressant avec les cours primaires, c'est que leur faire parler d'émotions, c'est pas simple, mais c'est hyper intéressant parce qu'il y a des mots très spontanés qui sortent. Ils comprennent très vite que tel personnage est énervé, tel personnage est triste. Et donc quand on arrive à leur faire comprendre ces émotions-là, on arrive aussi à parler de la problématique, bien évidemment, mais aussi des solutions. Parce que, avant tout, je pense que l'enjeu de tout ce qu'on est en train de se dire là, c'est de dire, il y a des solutions. Et les enfants, moi j'ai été bluffé par un enfant de C1 qui est devant un des tableaux, qui est un tableau d'Akira, donc le manga Akira, et qui parle de la surconsommation, et qui me dit de but en blanc comme ça, la solution par rapport au tableau, c'est d'arrêter de consommer. Ouais. Ça en est probablement une, et quand ça sort de la bouche d'un enfant de 8 ans qui te le dit comme ça de but en blanc, tu te dis, il y en a qui cogitent, quoi. Donc, je pense que c'est à la portée de tout le monde, mais c'est probablement eux qui vont nous l'amener, et je pense qu'il faut, en tout cas, les sensibiliser, parce que ils ont des choses dans les mains, il faut juste qu'ils soient un peu ouverts là-dessus, quoi. Quelles sont les solutions, en fait, qui émergent de tout ce que tu fais avec les enfants dans les écoles ? C'est quoi les solutions à échelle humaine ? Moi, la première chose que je me suis dit, c'est comment je fais à mon échelle. Quand on prend connaissance de tout ce qui se passe autour de nous, de toute cette pollution, de tout ce dérèglement qui est en train de se mettre en place, la première chose, c'est que ça nous impacte nous, et donc on se dit, moi je dois changer. Moi j'ai changé énormément, alors je peux donner quelques exemples que j'ai fait à une échelle qui, à mon avis, est faisable.
j'ai vendu ma bagnole il y a 2 ans, je vais en vélo avec mes enfants à l'école, je vais faire mes courses à pied, je vais, quand je dois le faire, partir en vacances, je le fais qu'en transport en commun, et de préférence plutôt le train plutôt que l'avion. Donc voilà, on change de façon de se déplacer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on change notre façon de consommer. On parlait de tout ce plastique qui est partout. Bah, tout d'un coup, moi, je suis le premier à aller voir les producteurs du marché, de venir avec mes emballages. Le plus gros des enjeux, c'est d'arrêter, encore une fois, c'est le plastique à usage unique, mais c'est l'objet à usage unique. Il faut arrêter de croire qu'on peut jeter constamment. En fait, on doit arrêter de jeter. Donc que ce soit du plastique, c'est évident, mais même du papier, il faut arrêter de pouvoir croire que le papier, on peut en produire. Pour produire du papier, il faut des tonnes et des tonnes de gigatonnes d'eau. Quand on sait à quel point l'eau va devenir très compliquée cet été, quand on voit les premières canicules qui sont déjà arrivées à Madrid en mois d'avril. Enfin bref, c'est le stress hydrique qui arrive par chez nous aussi. Exactement. Donc il y a cette façon de consommer, il y a cette façon de manger, comme je disais, il y a cette façon de se déplacer. Chaque Français pollue. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup dire aussi avec les enfants. Quand je leur dis tous, ils sont autour de moi, je leur dis, alors, est-ce que vous polluez? Et puis tout le monde dit, non, on pollue pas. Si, tout le monde pollue. Pas. Et je dis, est-ce que le maître, il pollue? Non, le maître, il est gentil, il pollue pas. Est-ce que moi, je pollue? Bah non, toi, tu pollues pas, Bruno. Eh ben, on pollue tous. Donc, effectivement, il y a cette notion de comprendre qu'on pollue tous, mais que on peut tous essayer de polluer moins. Encore une fois, le but n'est pas de se dire, on va polluer plus du tout. Et donc, pour se rendre compte de notre pollution, on fait ce qu'on appelle des bilans carbone. Donc c'est notre cher Jean-Marc Jancovici. C'est Jancovici qui a inventé ce terme. Qui n'a pas inventé le terme, qui a inventé la façon de le calculer. Est-ce que tu sais qui a inventé le terme? C'est très intéressant. Ah non, je sais pas du tout. C'est nos chers amis pétroliers de Shell qui ont inventé le bilan carbone. D'accord. Pourquoi ils l'ont inventé à l'époque? Ils l'ont inventé pour essayer de décomplexer en se disant, bah nous on fait pas de produits, hein. Nous, c'est pas nous le problème. Le problème, c'est vous. Hein. C'est vous qui consommez du pétrole, de l'essence, et c'est vous qui émettez du CO2. Bref, je fais un petit coup de pub pour MyCO2, qui est le bilan carbone de Jean-Marc, de son agence de conseil qui s'appelle Carbone 4. Et l'idée, effectivement, n'importe qui, encore une fois, je parle à nos auditeurs, allez sur le site MyCO2, enfin MyCO2. MyCO2. Ouais, d'accord. MyCO2. MYCO2. Okay. Et chacun peut faire. En fait, ils font un truc qui est très bien, c'est que ils vont pas vous donner le moteur de calcul. Ils font une conférence. Il faut s'inscrire. Ça dure 1 heure. Ok, c'est 1 heure de temps à perdre si vous le voyez comme ça. Mais en tout cas, faites-le. C'est 1 heure où on c'est apprend. 1 heure hyper à prendre. J'imagine. Voilà. Et en fait, on fait une séance. Il y a souvent 10-20 personnes et il y a quelqu'un de chez Carbone 4 qui est là pour vous dire voilà comment ça se passe, pour vous expliquer. Parce que finalement, le calcul d'empreinte carbone, c'est hyper compliqué parce qu'on va dire comment vous vous transportez, comment vous mangez. Et donc, on mange pas tous les jours de la même façon, on se transporte pas tout le temps de la même façon. L'année dernière, je suis parti à New York, cette année, je suis juste parti dans l'Ardèche. Donc forcément, il faut trouver des moyennes de calculer globalement à peu près ce que vous émettez comme CO2. Et donc, pourquoi je dis ça ? Le plastique, comme tu disais, le plastique est présent partout. Ouais. Eh ben, ça devient compliqué de le calculer. Oui. Notre consommation de plastique, puisqu'en fait, on l'utilise partout. Oui. Donc, ça demande un vrai travail. En fait, ça demande un vrai travail et c'est beaucoup de moyennes, parce que pour le moment, c'est très compliqué de calculer, on va dire, au particulier. Mais donc, globalement, en fonction de ce que vous consommez, on arrive à peu près à se rendre compte quelle est votre empreinte sur la planète. Et donc, on a mis une échelle qui est le CO2. Pour info, dans les bilans carbone, il y en a 7. Tout ce qui va être typiquement de la captation d'eau, l'eutrophisation, enfin il y en a plein. Et donc le plus facile à comprendre, c'est le CO2, c'est le gaz à effet de serre qu'on émet. Et donc il faut se rendre compte qu'un Français, en moyenne, émet 10 tonnes de CO2 par an. Et que sur ces 10 tonnes, il y en a 2 quasiment qui sont émises juste par sa voiture. Et donc la bagnole émet énormément de CO2 par rapport au gaz d'échappement. Mais donc aussi, il y a une chose qu'on voit moins, c'est qu'une bagnole, elle pollue beaucoup par rapport à d'autres objets d'usure. Et donc l'un des plastiques, pour revenir à notre sujet de plastique, l'un des produits qui émet le plus de polluants dans une bagnole, alors encore une fois via autre chose que le CO2, c'est nos pneumatiques. Un pneu, il va avoir tendance durant toute sa vie à disperser sur les autoroutes et sur toutes les routes qu'on va pratiquer quasiment 2 kilos d'élastomère. Et donc il faut imaginer que 2 kilos par pneu. Donc ça veut dire qu'une bagnole, c'est déjà 8 kilos, puisqu'il y a 4 pneus, mais surtout que sur la durée de vie d'une bagnole, on va les changer plusieurs fois, les pneus. La plupart du temps, on va avoir 3 ou 4 roulements. Donc sur un humain, on peut se dire rapidement qu'il va déjà émettre quasiment 40 kilos d'élastomère juste en prenant sa bagnole. Donc premièrement, on émet du CO2, en plus on pollue parce qu'on use du pneumatique à qui mieux sur nos routes, et donc très globalement, on se rend compte que la voiture, qui est un confort
énorme que nous a amené cette industrialisation, et malheureusement, c'est probablement un des facteurs les plus polluants qu'on a aujourd'hui dans nos mains, quoi. Donc on revient aux roues en bois. Alors... Non, je fais exprès. Hein. Non, t'as raison. Encore une fois, c'est peut-être la seule chose que je retiens de tout ce qu'on se dit. En fait, on se déplace beaucoup moins. Voilà. On apprend à vivre avec notre ville, on apprend à s'émerveiller de nos parcs qui sont juste à côté de nous. L'enjeu, il est aussi de redécouvrir ce qu'on a à côté de nous. Récemment, j'ai eu envie de partir à Copenhague parce que c'était un pays qui me faisait rêver. Au lieu d'y aller en avion, alors c'est peut-être un peu... Ah, tu as été en vélo. Je suis allé en vélo. Ouais. Bon, c'est un peu violent, mais tout d'un coup, c'est génial. J'ai eu le plus beau voyage de ma vie parce que j'y suis allé sur 3 semaines et j'ai voyagé. On ne sait plus voyager. Ouais. On sait juste d'aller d'un point A à un point B. Une fois qu'on est sur le point B, on fait plein d'activités. Mais le fait de voyager, le fait de voir, bien sûr, d'apprendre à se déplacer, c'est extraordinaire. Donc, c'est initiatique. Voilà, je reprenais les dires d'une super chaîne sur YouTube qui s'appelle Partager, c'est sympa. Il disait, faut juste simplement prendre le temps le week-end d'aller se balader à côté de chez nous. Allez dans les parcs, allez chez les jardineurs, allez dans des endroits simples, arrêtez de prendre votre putain de bagnole tout le temps. La bagnole, on s'en sert de temps en temps. Je dis pas qu'il faut arrêter. Bien évidemment, c'est génial. Allez voir votre famille, allez voir les gens de votre famille qui ont besoin d'être vus, allez voir vos proches, c'est important. Mais arrêtez de prendre votre bagnole pour acheter une baguette de pain ou pour se dire qu'est-ce qu'on fait ce week-end parce qu'on va se faire chier. Il y a plein de choses à faire dans nos villes. Ouais, il y a plein d'actions à faire. Puis il y a plein de gens à rencontrer. Je pense que on l'a un peu dit, mais c'est vrai que le premier passage à l'action le plus évident, c'est juste prendre conscience. Comment je prends conscience ? Je fais un bilan carbone, je me rends compte de ce que je fais au quotidien, de ce que moi j'aimais. Et puis après... Donc ça, tu as dit, c'est myco2.com. Ouais, exactement. .com ou .fr, j'ai un doute. Les deux marchent. Les deux marchent ? Ils sont géniaux. Trop fort, Carbone 4. La chose qu'il faut peut-être garder en tête, c'est que les 4 endroits où on pollue le plus, c'est comment je me transporte, donc comment je fais pour aller au boulot, comment je fais pour partir en vacances, comment je fais pour partir en week-end. Voilà, ça c'est le premier facteur de pollution. Le deuxième, c'est comment je mange. Donc on l'a dit, voilà. La nourriture vient avant le chauffage ? Ouais, okay. Parce qu'encore une fois, on est un pays de viandards. Ouais, d'accord. Après, il y a comment je me chauffe. Ouais. Donc là, l'autre gros problème, c'est les passoires thermiques que sont nos maisons. Et tout ce qu'on brûle comme gaz et comme fuel pour essayer de les chauffer. Et donc aussi notre confort, parce qu'encore une fois, c'est qu'on aime nos maisons à 20, 21, 22 degrés. Il faut peut-être juste... 17, 18, c'est bien. 17, 18, c'est bien, un petit peu non, de mais temps en t'es temps. pas mal, hein, ouais, 17, 18, t'as pas froid. Hein. Exactement. Et puis éviter la climatisation, genre de choses. On peut aussi dormir dehors, on peut revoir les choses différemment en été. Voilà. Le petit hamac. Et le dernier qui est le plus, invisible, si je reprends pas mal de termes en me disant, nous en fait on n'émet pas de CO2, oui, on n'émet pas beaucoup de CO2 nous la France, parce que forcément on produit quasiment plus rien sur notre territoire. Toutes nos textiles sont pas produits ici, tous nos produits de consommation type multimédia sont pas produits ici. Donc l'autre chose aussi, c'est de se dire, quand j'ai envie d'acheter un truc, j'essaie de l'acheter de seconde main, j'essaie de l'acheter d'occasion, j'essaie de me dire est-ce que j'en ai vraiment besoin. Donc c'est un peu ces 4 piliers-là, quoi. Comment je me déplace, comment je mange, comment je me chauffe, comment je consomme. Si déjà vous savez faire une action concrète dans ces 4-là, vous allez beaucoup aider la planète et nous-mêmes d'ailleurs. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose dont on n'a pas parlé ? On a parlé de beaucoup de choses déjà, c'était hyper intéressant. Ouais, c'est pas quelque chose. En fait, ce qui est dur, c'est de conclure une fois qu'on a dit tout ça. En fait, c'est plutôt un message positif. Alors, moi, je pense qu'il y a un espoir énorme. Donc, il faut être dans le positif. Il faut avoir envie de vivre ce qu'on a encore à vivre. Moi en fait, il y a eu un moment, c'est très perso ce que je veux dire, mais il y a eu un moment où j'étais flippé. Je faisais partie de ce qu'on appelle les éco-anxieux. En disant, ça va se péter la gueule, ça va nous arriver sur le coin de la gueule. Comment tu fais pour vivre avec ça ? Il y a un moment, tu t'orientes vers d'autres choses. Moi, je reprends les mots de Jean Covici, encore une fois, que je suis beaucoup. Il dit, moi, je suis pas anxieux, moi. Moi, autour de moi, je vois que des gens qui bougent. Dans mon cabinet, avec Carbone 4, il y a que des gens qui veulent changer la planète. Avec les shifters, qui est une autre action qui fait à côté de ça, il y a que des gens qui sont bénévoles, qui nous lancent des trucs énormes. Et en fait, une fois que t'es dans ce mood-là, une fois que t'es dans ce truc-là, en fait, tu te rends compte que c'est génial. Je vois ça un peu comme un terrain de jeu où je me dis, il y a peut-être tout à péter, mais dans le bon sens du terme. Il y a peut-être ce moment où on va se rendre compte que c'est une urgence et qu'on va pouvoir faire plein de choses. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, si vous sentez l'envie de faire des choses, faites-les, quoi. Venez nous rejoindre parce qu'il y a
plein de gens qui ont envie de changer les choses. Il faut juste prendre un peu de son temps, il faut juste toquer à la porte des jardineurs, il faut juste aller voir plein d'actions qui se passent à Sartrouville ou dans le coin. Il y a la MLDD à Maison Lafitte, il y en a d'autres comme Grenouille à Houille, il y en a plein partout. Prenez juste le temps d'ouvrir des portes parce qu'il y a plein de choses à faire. Encore une fois, je reprends les mots de Pierre Rabhi, on est tous des colibris, on a tous besoin d'être ensemble et on a tous besoin de faire un petit geste pour essayer d'éteindre le feu de forêt qui est en train de se propager partout. Exactement. Et en plus, en faisant ces actions d'aller rencontrer d'autres personnes, vous prendrez peut-être le risque de rencontrer des éco-optimistes. Bien sûr. Des gens, en fait, qui sont passés de l'éco-anxiété à côté éco-optimiste. Et parce que, en fait, ils se retrouvent tous ensemble à se dire, on va changer le monde. Et ça fait vachement de bien. Continuons. Il y a plein de choses à faire. Génial. Bon, écoute, merci Bruno de toutes ces indications. J'espère que pour nos éditeurs, ça aura été un petit peu plus fort et intéressant que ce que nous a proposé ChatGPT au départ. J'espère aussi. Bon, qui était une base de travail. C'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal. Merci à toi en tout cas, merci à Radio Axe aussi. Et puis je refais juste un petit coup de pub pour l'expo. S'il y a des professeurs ou des directeurs d'école qui sont intéressés par cette exposition à faire en école primaire ou collège, moi je suis hyper ouvert à pouvoir le diffuser au maximum. Parce qu'encore une fois, c'est eux qui ont la réponse. Exactement, c'est la génération de demain. Ouais. Il est temps de les instruire. Ouais, les sensibiliser. Au mieux. C'est ça. Exactement. Écolo-scopie. En conclusion. Et on termine cette émission, toujours en chanson, avec le titre Stop au plastique, composé et interprété par les jardineurs, l'association éco-optimiste de Sartrouville. Écolo-scopie. L'écologie qui donne envie. Le plastique c'est bien pratique, mais c'est pas très sympathique. Il y en a partout sur la terre, et puis autant dans la mer. Le plastique c'est fantastique, mais c'est pas écologique. Ça pollue les océans, ça tue la vie qu'il y a dedans. Stop au plastique, synthétique. Stop au plastique, c'est du top. Stop au plastique, c'est toxique. Stop au plastique, stop, stop, stop. Élastomère, néoprène et polymère, toutes ces pseudomatières nous mettent la tête à l'envers. Que ce soit le polyéthylène ou même le polypropylène, y en a tellement sur la terre qu'on ne sait même plus quoi en faire. Stop au plastique, synthétique. Stop au plastique, c'est du toc. Stop au plastique, c'est toxique. Stop au plastique, stop, stop, stop. Le plastique c'est fantastique, mais c'est pas très poétique. Il pollue toutes nos rivières, les poissons prennent très cher. Le plastique problématique, bien trop facile à construire, trop solide et trop pratique. Faut arrêter d'en produire. Stop au plastique, synthétique. Stop au plastique, c'est du top. Stop au plastique, c'est toxique. Stop au plastique, stop, stop, stop. Le bambou, le métal, le verre sont des matériaux prospères. Ils sont tout autant durables et ils sont réutilisables. Le plastique tout magnifique, pour la vie devient toxique. C'est vraiment catastrophique, faut réagir au plus vite. Stop au plastique, synthétique. Stop au plastique, c'est du top. Stop au plastique, c'est toxique.